Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Aline Panot, je suis en l'occurrence responsable communication de l'école Ecologica, du coup, qui co-organise ce moment avec Charlotte. Du coup, on a travaillé un petit peu ensemble pour pouvoir créer cet instant d'échange autour de la notion d'engagement et de comment faire de son engagement son métier. Étant donné du coup que c'est une question, je pense que beaucoup de personnes se posent, une question qui peut faire un peu peur également, puisque la notion d'engagement, beaucoup de personnes sont engagées mais n'osent pas se définir comme telles. Et du coup, Charlotte, toi, tu es créatrice de contenu sur les réseaux, entre autres, mais Oui. aussi autrice d'un ouvrage sur l'influence engagée et fondatrice d'une association qui vise à sensibiliser du coup les personnes, enfin les créateurs et créatrices de contenu, notamment. Absolument. Donc, on a trouvé le thème plutôt pertinent. Je vous inviterai du coup au fur et à mesure à peut-être poser dans le chat vos questions. On y répondra surtout à la fin, mais comme ça, si vous les avez, comme ça, vous les oubliez pas. Nous, Charlotte, Quentin, Antoine aussi, du coup, qui nous a rejoints. N'hésitez pas si jamais vous voulez répondre au fil de l'eau, si vous voyez des choses passer qui sont directes dans l'échange. Sinon, on prendra un moment. Là, le but, du coup, c'est qu'on prenne 20-30 minutes pour échanger autour du sujet et ensuite qu'on puisse répondre à vos questions directement par ici. Sachant que pour les personnes qui restent jusqu'à la fin, avec Ecologica, on a quelque chose à vous proposer aussi pour vous accompagner dans vos projets de formation si vous le souhaitez. Donc voilà, si vous êtes toujours là, à la fin, on aura des petites choses à vous proposer. Et du coup, éventuellement, Charlotte, je te passe directement la parole si tu souhaites te présenter et qu'on puisse lancer Oui, ce moment. avec plaisir. Merci de me recevoir et merci d'être là. Donc, je m'appelle Charlotte Lemay. Je suis mannequin depuis 15 ans, très longtemps, et influenceuse depuis peu, depuis 3-4 ans, et écolo. Donc, j'essaie de montrer qu'a priori, c'est un métier hyper contradictoire avec le fait d'être écolo, mais en fait, c'est possible. Et au contraire, il y a énormément de choses à faire. Donc, j'ai fondé un collectif, enfin une association en 2021 pour sensibiliser les créateurs de contenu à l'écologie. Voilà, pour la Super. présentation rapide. Après, il y aura plein d'exemples en Super. cours. Merci beaucoup. Du coup, Quentin, si jamais tu veux prendre la suite, puisqu'il y a des ponts en plus entre vous finalement. Incroyable. Il y avait déjà des ponts entre nous et le ciel, selon Francis Cabrel, mais là, c'est déjà pas mal. Du coup, moi, c'est Quentin Surtel, créateur d'une chaîne Twitch et d'un média qui s'appelle La Cantine, un média qui œuvre pour l'inclusivité et qui essaye de définir comment est-ce qu'on peut être les meilleurs alliés possibles dans les causes égalitaires, que ce soit les causes féministes, défense des personnes LGBTQIA+, défense des personnes victimes de racisme, de validisme, de classisme, toute forme de discrimination finalement, concernée ou non, on essaye d'être des alliés à ces causes, par la déconstruction du vocabulaire, la bienveillance et la pédagogie. Donc voilà, pour le coup, les causes écologiques aussi en font partie, hein, ça fait partie d'un tout. Donc voilà Tout un est petit peu lié. ce que je fais. Ouais, tout est lié. Ouais. Super, merci beaucoup. Et Antoine, normalement, qui doit être par ici aussi. Ouais. Antoine Claire, du coup, donc, qui est avocat au barreau de Lyon. Je te laisse te présenter, en fait, toi-même, puisque tu es là. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Comme vient de le dire Aline, je suis avocat au barreau de Lyon dans un cabinet qui s'appelle Helios Avocat, où j'exerce en droit de l'environnement. Je considère, même si c'est pas très populaire au sein de la profession, être un avocat engagé dans la mesure où je développe mon activité en l'accent sur des dossiers à impact positif avec un public, une clientèle essentiellement composée d'associations, de collectivités. Pour celles et ceux parmi vous qui auraient entendu parler, je pense que vous êtes nombreuses, de la pollution au PFAS qui touche beaucoup notre territoire métropolitain. Je travaille beaucoup notamment sur ce sujet-là, donc au cœur de l'actualité. Et par ailleurs, je suis aussi administrateur de l'ONG Notre Affaire à tous, que vous connaissez sans doute, alors qui travaille sur la pollution au PFAS également en parallèle et qui a beaucoup aussi œuvré en matière de justice climatique. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une première question à vous poser, du coup, qui vous permettra aussi de parler peut-être un peu plus de votre parcours, mais du coup, et en même temps qu'il lie avec le thème de ce webinaire, c'est pour vous, que signifie être engagé concrètement et comment ça se manifeste en fait dans votre parcours, quelle forme ça a pris dans votre parcours.
Est-ce que je peux commencer. Déjà, selon moi, être engagé, ça veut dire tout simplement accorder du temps et de l'énergie à une cause. Et engagé pour l'écologie, donc ce qui est mon cas, ça signifie aligner son mode de vie, son quotidien à ses convictions. Et pour vous parler un peu plus de mon parcours, c'est un peu particulier parce que j'avais un mode de vie complètement à l'opposé de ce qu'il fallait pour être écolo. Et quand ma conscience écologique a grandi il y a quelques années, j'étais donc mannequin et j'avais un peu trois choix. Soit je continuais à prendre de l'argent et faire comme si de rien n'était et comme si je me rendais pas compte de ce qui se passait autour de moi, mais ça n'a pas marché. Soit je m'alignais complètement à mes valeurs, donc j'arrêtais mon métier de mannequin. Soit j'essayais de faire bouger les choses de l'intérieur, et modestement, hein, et vous l'aurez deviné, c'est ce que j'ai choisi. J'ai donc dû faire plein de changements dans mon mode de vie, dans mon métier, et ça signifiait notamment éviter de prendre l'avion autant que possible. Donc moi, ça, c'était surtout dans les moyens de transport, parce qu'en tant que mannequin, on voyage énormément en avion. C'est aussi refuser des contrats, forcément. Refuser d'être payé ou de recevoir des cadeaux de marques qui ne sont pas éthiques, notamment de fast fashion. Ça signifie aussi prendre le temps de se renseigner avant de collaborer avec une entreprise. Donc voilà. A priori, au départ, ça semble être compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que que cet engagement est bénéfique sur le long terme et que je suis très heureuse d'avoir effectué ce changement et qu'on peut faire bouger les choses de l'intérieur depuis son domaine d'activité et avec ses propres compétences et avec les cartes qu'on a en main, en fait. On a tous un rôle à jouer. Donc voilà, bon, et ça s'étend au-delà de mon activité puisque maintenant donc, j'ai un collectif qui sensibilise les créateurs de contenu, notamment les leaders d'opinion, les créateurs de contenu, influenceurs. On les appelle, enfin, il y a plein de noms différents, mais c'est finalement un peu la même chose. Les sensibiliser à un mode de vie éco-responsable, à réfléchir ensemble à une manière de mieux communiquer sur ce sujet, et donc que chacun, on réfléchisse à notre utilité et à l'engagement qu'on veut prendre. Parce qu'en fait, il y a 50 nuances d'engagement. Il y a énormément de possibilités et de possibilités pour s'engager finalement. Voilà. Super, merci beaucoup. Du coup, peut-être que Quentin, tu veux rebondir, enchaîner. Ouais, alors c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être engagé? Je suis sûr que tout le monde ici peut essayer de répondre au moins pour soi. J'ai essayé de réfléchir, j'ai pas trouvé de définition précise. Je dirais que pour moi, c'est réduire le gap de la dissonance cognitive. On a certainement toutes et tous des convictions sur le vivre ensemble, sur essayer de pas bousiller la planète, sur essayer de favoriser la biodiversité, pour essayer de... Et on n'a pas toujours un mode de vie qui est super aligné à ça. Il le sera peut-être jamais totalement, mais plus on avance dans son engagement, plus on essaye de réduire ce gap de dissonance cognitive, faire la paix des fois avec certaines choses et choisir ses combats. Mais une fois qu'on choisit ses combats, c'est d'essayer d'y aller le mieux possible et se heurter aussi et challenger un peu les biais cognitifs, l'effet Dunning-Kruger sur le fait que plus on connaît un sujet, plus on voit ce qui nous manque dans ce sujet. Et l'engagement, c'est quelque chose de vivant et de mouvant. Mon engagement n'était pas le même il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et pourtant je m'estimais déjà engagé. Donc j'espère que dans 10 ans, j'aurai fait encore plus de chemin en me disant « Oh là là, tu t'estimais engagé en 2025, pouf !» Donc c'est aussi quelque chose de vivant et l'engagement, il est chouette parce qu'il se nourrit aussi des rencontres qu'on fait. Je montre, je sais pas si chez vous, il y a des gens autour de moi, mais cet engagement, il se nourrit aussi des rencontres, des lectures et plus on va apprendre sur un sujet, plus on va aussi vouloir poursuivre dans cette voie. Et comme disait Charlotte, et je trouve ça très très chouette de le dire, ça finit aussi par rendre heureuse et heureux, en fait, d'être aligné avec ses valeurs, savoir qu'on porte un message et une façon de faire qui va dans le bon sens. On a toutes et tous nos définitions de dans le bon sens, mais ça rend plutôt heureux. Et c'est chouette de se dire que s'atteler à rendre le monde meilleur rend heureuse ou heureux. Ça favorise cette envie de continuer à s'engager. Du coup, il y a vraiment cette notion aussi de désirabilité. Et puis toi, dans ton parcours, tu as fait beaucoup de choses différentes aussi. Et là, tu t'es fabriqué, on va dire, aussi ton métier et ce que tu amènes de façon cohérente avec les valeurs
en tout cas que tu as développé et que tu as nourri au fur et à mesure de ces années, si jamais tu veux nous en parler peut-être un petit peu. Oui, ouais, alors oui, j'ai eu plusieurs vies, effectivement. J'ai été ébéniste, donc je faisais des meubles en bois. J'ai été comédien pendant quelques années. J'ai été consultant en conduite du changement, sans jamais savoir ce que ça voulait dire. Pourtant, je faisais ce métier, mais je n'avais pas saisi ce que ça voulait dire. Et j'ai été également créateur et concepteur de jeux pour entreprises, animateur de serious game, jeux pour entreprises. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans les entreprises sur leur engagement éthique, responsable, écologique. Et de voir que les stéréotypes pouvaient tomber au fur et à mesure, moi, ça m'a redonné un petit peu confiance en l'humanité, quelque part, quasiment, de voir qu'il y avait des gens chouettes, même chez, et je vais citer personne, mais dans le secteur bancaire, etc. Et que c'est des gens qui passaient un peu à côté de leur engagement. Et même si moi, j'avais choisi de continuer à jouer toute ma vie, à faire des jeux pour les entreprises, à être comédien, on peut passer toute sa vie à avoir des engagements, mais à jamais vraiment les appliquer, même dans sa vie pro. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours facile, mais au moins, par petites touches, on peut. Et puis parfois, on peut, comme certains et certaines ici, faire de son engagement un métier, mais au moins faire de ses engagements des éléments de son métier, ça c'est normalement à la portée de toutes et tous. Et puis ce qu'il y a dans notre vie pro, ça découle aussi dans notre vie perso, et ces engagements-là, ils font société aussi avec nous. Mais oui, plusieurs vies et puis l'envie de faire un média qui allait parler un petit peu de tout ça et surtout donner les raccourcis. Moi, j'aurais bien aimé, justement, je parlais de l'évolution de l'engagement, j'aurais bien aimé il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, ou il y a 10 ans, comme donne des petits raccourcis comme ça en disant, bah tiens, voilà, là, tu en es là, tu peux aller un peu plus loin et ça m'aurait bien aidé. Entendre des choses à l'adolescence sur l'inclusivité, sur le genre, sur les orientations sexuelles et romantiques, des choses qui m'auraient mais fait prendre des raccourcis dans la vie et dans le bonheur qui auraient été formidables, quoi. Oui, super, merci beaucoup. Et du coup, parce qu'on a effectivement, toi qui as eu toutes ces différentes vies, qui maintenant aujourd'hui streamer à temps plein sur Twitch, bon, avec d'autres activités aussi. On a du coup Charlotte, tu nous parlais du métier de mannequin, comme quoi c'était pas forcément compatible de base avec du coup le fait d'amener ces enjeux sur la table. Et puis Antoine, du coup, c'est à toi que je m'adresse cette fois pour nous raconter peut-être un petit peu ton parcours et si c'était des choses que tu avais déjà quand tu as fait tes études ou autre, parce que bon, je sais qu'en droit, il y a beaucoup de choses. Et du coup, voilà, comment ça s'est aussi formalisé, à partir de quand, si tu peux nous raconter. Oui, bien sûr. Alors moi, au-delà de la cause écologique, l'engagement, plus généralement, même par rapport aux causes sociales, ça m'a toujours un peu taraudé, et notamment comment concilier ce type de conviction avec l'exercice d'une profession qui est quand même assez conservatrice. Et finalement, la problématique écologique, moi j'ai commencé à l'investir sur le plan associatif d'abord, et j'ai bifurqué assez tard parce que c'était pas mes spécialités initiales. Et ensuite, j'ai eu la chance, parce que pour le coup, c'est vraiment une affaire de chance et d'opportunité, voilà, de commencer ma carrière, mon apprentissage de métier dans un cabinet en particulier qui avait un parti pris assez unique, puisque l'on ne travaillait essentiellement pour des ONG sur des contentieux qu'on appelle stratégiques, donc notamment en matière climatique, de biodiversité, etc., comme l'affaire du siècle, voilà, à laquelle je faisais référence en introduction, parce que notre affaire à tous est également partie à ce dossier-là. Donc avec une vision du droit, voilà, assez engagée, le droit comme un instrument, comme un levier d'action pour faire évoluer, pour provoquer un changement social. Et ça, c'est assez stimulant, puisque malheureusement, en fac de droit et ensuite aussi dans la profession, on a tendance à envisager le droit et notre rôle en tant que juriste, en tant qu'avocat, de façon assez dépolitisée, assez amorale, sans trop se soucier, voilà, des conséquences de notre activité. Et là, je vais rejoindre notamment Charlotte. Bon, voilà, on sait bien que quand on travaille dans un gros cabinet d'affaires, enfin, notre activité, elle n'est pas neutre en termes d'impact. Et moi, aujourd'hui, alors là encore, ça soulève des levées de boucliers assez importants, mais c'est la preuve aussi qu'on touche à un point intéressant. Moi, j'essaie de sensibiliser un petit peu, voilà, la profession à son impact indirect. C'est-à-dire qu'aller taper sur Total Energy quand l'entreprise va faire des projets un peu dégueulasses en Ouganda, c'est une chose.
mais ce serait peut-être aussi intéressant de s'interroger sur la responsabilité voilà, d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation de ce type de projet, comme des avocats notamment, par exemple, voilà, par ailleurs, si on s'en tient par exemple en matière climatique à la méthodologie de bilan carbone, le bilan carbone d'un cabinet, même d'un gros cabinet, en réalité, il est dérisoire, il est très faible. L'essentiel de son impact, en fait, il est indirect, il est en dehors de la méthodologie. C'est celui qui correspond à notre contribution à la réalisation d'activités polluantes. Mais bon, voilà, c'est une réflexion qui est assez naissante en France, un peu plus engagée à l'étranger. Et on est encore loin du compte, mais je m'attache à faire progresser un petit peu voilà, les consciences sur ce sujet-là. Super, merci. Ça joint un peu ma deuxième question, enfin ma troisième question, pardon, je devrais dire, puisqu'en fait, on parle beaucoup finalement là, avec vos témoignages, de transformer nos métiers ou des métiers connus. Les enjeux de la transition écologique et sociale, de justice sociale, etc., amènent à la création, certes, de nouveaux métiers, mais en fait, on est aussi beaucoup sur une transformation finalement des métiers que l'on connaît. Et du coup, j'avais une question pour vous, quels sont, que ce soit à travers vos vies perso, vos vies pro, mais les leviers ou les éléments essentiels pour faire évoluer les choses. Peut-être Antoine, du coup, je te laisse enchaîner. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que le droit, c'est un bon levier. Je vais m'expliquer pourquoi. Pas seulement pour les juristes, c'est pas seulement une affaire de spécialistes. L'engagement, je suis parvenu là-dessus parce que je rejoins totalement ce que disait Quentin. J'avais abouti à la même définition sur la réduction de l'écart entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Malheureusement, les espaces socio-économiques et professionnels qui permettent de réduire parfaitement cet écart sont quand même assez marginaux. Tout le monde n'a pas vocation ou n'a pas le désir d'ailleurs de travailler dans l'ESS ou l'associatif. Donc la plupart d'entre les étudiants et étudiantes d'Ecologica notamment, seront sans doute amenés aussi à travailler dans des organisations un peu plus classiques qui voilà, s'inscrivent dans un système donné et doivent répondre à des impératifs économiques qui malheureusement voilà, ont encore la priorité sur les enjeux extra-financiers. Et c'est là que le droit devient intéressant, puisque de plus en plus, ce droit impose en fait à ces organisations, alors les plus grosses en priorité, mais par ruissellement, ça entraîne un petit peu les autres. Le droit impose donc à ces organisations de prendre en compte, d'intégrer vraiment à leur modèle d'affaires les impacts extra-économiques de leurs activités, les impacts climatiques, sur la biodiversité, sur les droits humains, etc. Et ça, en fait, alors c'est très intéressant quand on est un avocat ou une ONG voilà, et qu'on veut taper sur Total Energy, encore une fois, mais c'est aussi intéressant quand on est à l'intérieur de ces entreprises, qu'on travaille par exemple dans la RSE, parce que c'est notamment voilà, un débouché assez prisé de personnes qui essayent justement voilà, de donner du sens à leur action au sein d'une entreprise. Et bien en fait, pour ces personnes, ce sont des leviers d'action, de pression aussi en interne pour faire bouger les choses, puisque c'est plus seulement, on n'est plus seulement sur une logique volontariste, qui jusqu'à présent en fait a donné très peu de résultats en réalité, au grand désespoir d'ailleurs de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la RSE. Mais de plus en plus, en fait, on a un levier contraignant, réglementaire, et ça, voilà, c'est aussi un levier d'action intéressant pour ces personnes en interne qui essayent d'impulser des changements. Merci, c'est vrai qu'en plus on en avait parlé, on avait fait l'épisode 2, si je ne me trompe pas de ce format, on avait fait est-ce que finalement la RSE est suffisant et devons-nous aller au-delà, donc c'est vrai qu'il y avait toute cette partie réglementation et comment on fait pour aller au-delà en fait de ces cadres, puisqu'au bout d'un moment, malheureusement, les personnes qui s'engagent, qui est peut-être la voie dans les entreprises la plus commune pour essayer de faire un peu bouger les lignes et la plus accessible ou la plus visible, en fait on se retrouve vite coincé par toutes ces réglementations. Merci beaucoup. Charlotte, peut-être que du coup, tu as aussi ton point à nous amener. Oui. Bah, j'aurais pas mal de choses à dire. Déjà, je suis tout à fait d'accord qu'on a besoin absolument du cadre législatif pour faire avancer les choses et que ce sera très utile, tout comme de faire avancer les politiques. Mais pour arriver à tout ça, je pense qu'il faut toujours, enfin, il y a l'éducation, mais il y a aussi la formation. Il ne faut pas avoir peur à tout âge d'apprendre, de continuer à apprendre dans ce domaine qui est l'écologie, parce que finalement, c'est un mot un peu, enfin, dans lequel on peut mettre énormément de notions complexes, dans lequel il peut y avoir la biodiversité, on peut parler de pollution plastique, on peut parler de mode. Enfin, moi, je me rends compte rien quand, dans mon métier en tant que mannequin et influenceuse, je vais parler d'un panel d'activités et de métiers énorme. Et en fait, j'apprends tous les jours
même si ça fait des années que je me renseigne sur ce sujet. Et pour la petite histoire, j'ai fait un master de droit, donc je devais, j'étais destinée à être avocate. Et bref, c'est pour dire qu'en fait, je pense que la formation et l'éducation aident justement à prendre les bonnes décisions, à interpeller les bonnes personnes. Et il faut s'entourer aussi, rester connecté à des personnes qui ont, ou rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes convictions pour rester au fait de ce sur quoi on peut être utile en fait. Voilà. Merci beaucoup. Quentin, peut-être que je te passe la parole, si jamais tu veux rebondir sur certains points. Avec plaisir. Alors, je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit. Moi, mon domaine, ça va être plus sur le côté pédagogie. Je sais qu'on arrive à beaucoup de choses. En fait, il faut adapter souvent ces outils militants à là où on en est. Il y a parfois besoin de sincère radicalité de certaines colères qui sont très saines, comme disait Ségolène Royal. Donc, parfois, il y a des outils militants qui doivent s'adapter à l'urgence du combat. Et puis, dans d'autres sphères, il faut savoir parfois mettre de l'eau dans son vin, au moins rhétoriquement, pour pouvoir obtenir des bons résultats. Je veux dire par là que la discussion informelle permanente a aussi énormément d'impact. On va pas, encore une fois, peut-être être tous et toutes amenés à bosser dans des entreprises où il y a un fort pouvoir d'action et où notre voix sera la plus entendue et va faire changer les choses. Mais on minimise parfois le pouvoir d'une discussion autour d'une machine à café. Alors, ça fait 156 ans que je suis pas allé en entreprise, donc ça se trouve, il n'y a plus de machine à café, mais j'ai des vieilles références. Mais le pouvoir d'une discussion et puis de l'emploi de bons mots, de bons sujets, de bons termes, vont aussi remettre le débat et faire en sorte qu'il soit au premier plan. Et je pense que c'est encore plus vrai dans une époque où les réseaux sociaux sont assez envahis de comptes plus ou moins vrais, en tout cas envoyés notamment par des personnes avec des idées plutôt fascisantes, ça risque de représenter artificiellement une forme de pensée dominante, ce qui ne sera pas le cas. Mais sur les réseaux sociaux, ce qui va faire le plus de bruit, parce qu'on le voit, les personnes qui pensent comme on pense, se font plus discrètes sur les réseaux, sont frileuses de retourner sur des réseaux qui appartiennent à Musk, Zuckerberg, Bezos, etc. Et ça peut se comprendre de se dire on n'a pas forcément envie d'aller là. Sauf que c'est là où les médias vont continuer à regarder. Et les médias vont penser que parce que nous, on sera parti de ces réseaux, la pensée fascisante sera dominante. Et ça va être important d'au moins rétablir cette vérité autour de nous. Et la discussion informelle de pouvoir dire, mais non, mais t'es d'accord avec ce qui est dit et de questionner un petit peu. Et pour moi, l'engagement doit pas nous quitter là-dedans, eu égard du sujet justement, et de continuer vraiment cette pédagogie-là. Avant, l'opinion se faisait au PMU du coin. Maintenant, il ne faut pas qu'il se fasse au bar de là, hein, toujours pas. Mais on a tous et toutes une tribune et on a tendance à se taire parce qu'on se dit ah, je ne suis pas spécialiste de mon sujet. Je ne suis pas spécialiste et je sais que je préférerais que des personnes qui s'y connaissent mieux parlent. Mais en réalité, les personnes qui n'y connaissent rien du tout font encore plus l'opinion que nous parce qu'elles osent l'ouvrir. Donc il faut aussi adapter parfois ces outils militants et faire rentrer des petits chevaux de Troie dans chaque discussion. Ça passe par des termes, ça passe par un langage inclusif, ça passe par plein de choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui réellement façonnent la pensée et le monde dans lequel on vit. Et puis, être exemplaire, ça ne veut pas dire être irréprochable, mais ça veut juste dire que si on nous regarde, on pourrait prendre exemple. Et ça passe par des trucs à la con, mais des enfants nous regardent dans la rue, enfin, tout ce qu'on va faire a un impact en réalité et se souvenir que l'exemplarité, c'est pas être irréprochable, on fait au mieux, mais être exemplaire, c'est déjà pas mal. Et voilà. Ma paroisse, c'est de dire pédagogie, outils militants et discussion informelle permanente. Merci beaucoup. C'est vrai que dans cette notion d'engagement ou autre, il y a très souvent, je trouve, cette peur ou ce frein peut-être de se dire bah oui, mais si je fais pas les choses à 300% et que si je suis pas irréprochable sur absolument tous les points, à quoi ça sert? Et c'est vrai qu'en fait c'est un chemin. Tu en parlais aussi, le fait que ton engagement a évolué au fur et à mesure des années. Et je reviens sur quelque chose que tu as dit et qui me permet de faire un lien avec ma dernière question, ce qui est absolument formidable. Merci. Sur du coup, qu'aurais-tu aimé peut-être savoir au début de ton parcours qui t'aurait facilité peut-être dans la construction de celui-ci, ou alors
parce que bon, on a tous des parcours qui font qu'on en est là aussi aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller peut-être à des personnes qui sont en recherche de sens ou qui se posent la question? En fait, moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose de plus cohérent. Par contre, par exemple, la communication, les métiers de la communication de manière générale, ça n'a pas l'image la plus valorisée du monde, et pourtant l'impact et le rôle de la communication est extrêmement important. Donc c'est important qu'on s'en empare en tant que communicant, communicante. J'en parle pour moi parce que c'est mon métier, mais du coup, voilà, que pourrais-tu conseiller à toi, à des personnes, ou alors qu'aurais-tu aimé savoir et dire à plus petit Quentin? Ouais, à plus petit Quentin. Je pense que la notion de pureté militante, d'avoir conscience rapidement, donc pour la pureté militante, c'est un peu le revers pas le plus glorieux de l'engagement. C'est-à-dire, parfois on va se faire tirer à boulet rouge par des gens qui ont les mêmes idées que nous, seulement peut-être qu'elles le font mieux, peut-être qu'elles le font depuis plus longtemps, peut-être qu'elles le font moins bien, mais elles le pensent le faire mieux ou on ne sait pas. Et on va se juger entre nous parce que en fait, on sait que personne dans n'importe quel engagement n'est au top de cet engagement. Il y a peut-être que le pape dans la religion qui pense que lui, il y a presque plus personne au-dessus de lui dans le monde, mais nous, dans nos engagements plus terre à terre, il y aura toujours quelqu'un de plus engagé, quelqu'un qui fera mieux, etc. Et parfois, on se prend des petites torpilles de la part de personnes qui font partie de notre camp, entre guillemets, de notre bord, de nos idées. Et ça, il faut réussir à bien gérer ça, à se dire que c'est une façon d'apprendre, que c'est une base pour progresser et qu'il ne faut pas en prendre ombrage parce que ça pourrait, si on n'y est pas préparé, presque dégoûter d'un combat, alors qu'il ne faut pas. Mais du coup, ça pousse aussi à ne pas faire ce procès d'intention aux autres. Un pas dans la bonne direction, c'est jamais suffisant, mais c'est beaucoup mieux que l'immobilisme ou c'est beaucoup mieux que les personnes qui vont en arrière. Et ne pas perdre de l'énergie à reprocher à quelqu'un qui pourrait aller plus loin de ne pas aller plus loin. Ne pas perdre trop d'énergie. Le souligner, important. Lui conseiller de le faire, génial. Mais rappelons-nous que on doit aussi être exemplaire là-dessus et on navigue que notre propre barque. Donc le côté pureté militante qui peut être un peu parfois un frein et qui, d'un point de vue extérieur, c'est ce qui dégoûte parfois de nos engagements quand des personnes s'y intéressent. Euh, chacune évoluera sur l'échiquier, on va dire, de ses propres engagements et sur le curseur. Et encore une fois, peut-être qu'une personne qui regarde, je sais pas, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde exprès et qui est énervant. Euh, une personne qui consomme beaucoup de viande et qui a l'image du véganisme comme étant des personnes qui détruisent des vitrines de boucherie en se disant moi le véganisme si c'est pour détruire des boucheries moi j'aime pas les extrêmes et ça c'est une réalité minuscule mais l'engagement en fait il y a tout un parcours qui est derrière auquel la personne qui voit que l'aboutissement ou voit que une des manifestations n'a pas eu accès. Tout ce parcours-là, il n'y a pas eu accès. Et donc, du coup, d'essayer de refaire cette pédagogie auprès de cette personne en lui disant, c'est tout un parcours. Peut-être qu'on en arrive là, ou peut-être qu'en arriver à jeter de la soupe sur une vitre devant un tableau, c'est OK pour le tableau, hein, mais voilà pourquoi c'est fait et pourquoi est-ce que c'est important qu'on puisse en parler, même si, in fine, tu trouves que c'est un gâchis de soupe périmé, au pire, on est d'accord, allez, d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais d'accord, l'issue. Mais voilà tout ce qu'il y a derrière et ça permet de refaire cette pédagogie-là. Après, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans des sphères plus radicales et plus militantes, on peut se permettre des grands raccourcis qui font aussi du bien. Mais dans la société, c'est pas toujours le cas. Et c'est essayer de mener cette balance et ce combat-là, de convaincre un peu le tonton ou la tata relou sur certains sujets parce que faut pas perdre toute son énergie sur la tata relou, mais si petit à petit, avec des briques, on peut lui faire changer son discours, peut-être que elle, au boulot, elle va aussi changer un petit peu des mentalités. Donc voilà. Merci beaucoup. Je propose peut-être Antoine, si tu veux nous en parler avant de passer à Charlotte, du coup. Et puis n'hésitez pas, si jamais dans le chat vous avez déjà des questions, puisque après on pourra échanger du coup ensemble. Vous pouvez les poser dans le chat, mais vous pourrez prendre la parole, bien sûr. Et Antoine, je te laisse la main. Ouais, merci. Mon conseil, ce serait pour celles et ceux qui hésiteraient à s'engager dans cette voie, je les inciterai à y aller. Là encore, je vais faire écho à ce que Quentin disait en introduction sur
conception de l'engagement. Pour moi, l'engagement et l'action qui en découle au quotidien quand c'est possible, c'est le meilleur remède à l'éco-anxiété. Donc, quand bien même, c'est une voie qui est plus difficile, qui est peut-être moins rémunératrice, moins en phase avec certaines valeurs, certaines attentes familiales, sociales ou autres, même si l'action qu'on mène, et je m'inclus dedans, peut paraître un peu dérisoire par rapport à l'ampleur du problème, c'est ce qui permet aussi d'avoir la conscience tranquille et de donner du sens à ce qu'on fait, notamment ce qu'on fait dans nos vies professionnelles, donc la plupart de notre temps. Donc j'encouragerais les gens à le faire et je nuancerais juste, moi quand je me reprojette, et pourtant je suis pas beaucoup plus vieux que les étudiants ou futurs étudiants d'Ecologica, mais encore, moi, quand j'étais étudiant, il y avait quand même une forme il fallait se faire confiance, il fallait persister un petit peu, je trouve, notamment dans le droit, ça restait une niche, etc. Aujourd'hui, on voit quand même une tendance assez positive et encourageante et enthousiasmante pour les étudiants et futurs étudiants, parce que ça bouge. Et le fait que ça bouge dans le droit et chez les avocats, qui, comme je le disais en intro, sont une profession quand même assez conservatrice, ça veut dire que on arrive l'évolution arrive tardivement, mais elle symbolise quand même l'évolution du reste de la société et de l'économie. Et quand je vois le nombre de cabinets et d'avocats qui s'engagent, qui ont un vrai parti pris assumé, etc., je me dis, c'est quand même. Moi, j'aurais bien aimé, pour le coup, parce que c'était pas le cas quand j'ai commencé ma carrière, j'aurais aimé avoir cette perspective-là et me dire que c'était pas juste une tête d'épingle que je visais, mais que c'était une vraie dynamique et qui allait un petit peu emporter le reste. Et je pense que pour le reste des secteurs, c'est un peu le cas aussi. Tu évoquais, Aline, la communication, mais c'est pareil, on voit plein d'initiatives fleurir. Moi, je trouve ça assez quand même. Ça redonne un peu d'espoir pour toutes celles et ceux qui seront amenés bientôt à s'insérer dans le monde professionnel. Merci beaucoup Antoine, c'est vrai que c'est chouette de voir un petit peu tout ça, il y a beaucoup de synergie qui se crée aussi. Tu en parlais aussi, le fait que certaines personnes peut-être formées, par exemple Ecologica, comme je le disais au début, c'est une école qui va former notamment les personnes qui veulent travailler dans les entreprises et les structures de la transition et de l'économie sociale et solidaire. Donc pour resituer, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, c'est quelques 3 millions d'emplois et 14% du milieu salarié en France. Donc c'est en pleine expansion parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de besoins. On en parle, c'est la transformation en fait, surtout aussi des métiers et des modèles économiques qui visent justement à faire en sorte de développer en fait des activités qui sont un peu plus dirigées vers le bien commun et collectif. Et il va y avoir aussi des personnes qui vont aller travailler dans des structures plus classiques, mais vont pouvoir amener une vision peut-être et emporter sur d'autres enjeux. Et du coup, c'est ça qui est intéressant un petit peu. Du coup, Charlotte, je te repasse la parole de cette manière-là, mais comme tu peux faire dans ton métier, en fait, est-ce que tu peux amener aux autres créateurs et créatrices de contenu? Oui, absolument. Déjà, je suis complètement d'accord. Une des choses qui est hyper importante, c'est de comprendre qu'il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas d'écolo parfait. Donc, surtout, n'attendez pas d'être irréprochable pour vous engager et pour aligner votre métier et votre formation à vos convictions. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Et ensuite, s'il y avait des conseils, si je devais me parler au moi d'il y a quelques années, et puis même à moi encore aujourd'hui, ce serait de faire la liste un peu des forces et des faiblesses, des compétences qu'on peut avoir pour savoir comment on peut les mettre au service de la cause dans laquelle on croit, en l'occurrence l'écologie. Puisque quand on a envie et quand on est motivé, en fait, tout est possible. Et il y a aussi, tout est à inventer. En fait, quand on parle d'écologie, on en parle souvent comme une contrainte, comme une punition. Là, on est dans une transition, ça va être horrible et affreux et on va devoir se restreindre en tout point. Et en fait, tout est à inventer. Il n'y a pas de voie toute tracée et j'en suis l'exemple vivant et vous aussi d'ailleurs. Puisque dans mon secteur d'activité, il y a quelques années, quand j'ai commencé à parler d'écologie, il n'y avait pas de mannequins qui se lançaient dans cette voie-là. Et je me suis dit, je tente, on va voir ce qui se passe. Et puis, petit à petit, malgré les contradictions évidentes entre ce métier et mes convictions, en fait, il y a des personnes à qui ça a parlé, à qui ça a plu. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fonctionne et ça me permet d'avoir une communauté de milliers de personnes à qui je peux parler de tout ça et avancer sur ce chemin-là. Donc voilà, il n'y a pas de voie toute tracée. Trouvez ce que vous aimez faire et surtout ce que vous ne voulez pas faire, ce que vous n'aimez pas faire. Et
et faites cette transition dans la joie et dans le positif, quoi. Ça peut aussi être quelque chose de très positif et de très joyeux de s'engager. Merci beaucoup. On s'aligne à cette version-là. Alors, je vois qu'il y a des premières questions, donc n'hésitez pas, on va pouvoir passer à ce moment d'échange un petit peu plus. Moi, du coup, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, déjà, merci. Et en fait, ce qu'on vous propose avec Ecologica, c'est que ça amène beaucoup de questions. Forcément, on se pose la question du métier, on se pose la question peut-être des études. Et on a libéré pour ces 10 prochains jours 10 créneaux avec le directeur pédagogique de l'école. Ce sont des créneaux qui sont gratuits d'échange pour parler de votre projet, en fait, professionnel de formation notamment. Donc si jamais vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire directement juste ici. Et je vois qu'on a une première question du coup de Clara qui nous demande: pourriez-vous nous parler des salaires? J'ai l'impression que les salaires de beaucoup de métiers en RSE sont beaucoup plus faibles que la moyenne dans de nombreux secteurs. Alors, je vous laisse peut-être répondre, vous, directement. Et moi, j'ai quelques éléments aussi de réponse là-dessus. Moi, ça va être rapide, c'est un petit peu particulier, hein, le milieu de création de contenu. En fait, dans la création de contenu, il y a peu de personnes qui parlent d'écologie et qui font en même temps du placement de produits. Donc c'est pas forcément vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités dans des métiers où on s'y attend pas forcément pour s'engager et gagner sa vie tout en gardant ses convictions. Mais après, c'est particulier comme métier, donc je vous laisse compliquer. Je sais pas si Antoine, du coup, tu as des éléments aussi à apporter. Très spécifique, je ne m'engagerai pas à donner mon sentiment sur le niveau de salaire en entreprise. Hein. Moi, je ne travaille pas dans ce secteur-là. Après, je pense que voilà, même du côté des avocats, effectivement, quand on s'engage en droit de l'environnement, côté association et collectivité, effectivement, c'est moins rémunérateur que si je travaillais pour des exploitants industriels. Ça, c'est une réalité. Merci. Et je sais pas, Quentin, si toi tu as des exemples en plus ou pas tellement. Ouais, non, je rejoins ça. Il peut y avoir un peu le biais du survivant de se dire, bon, bah, telle personne qui parle fort d'écologie ou qui parle fort de son engagement aura réussi, et donc on aura l'impression que cette personne-là représentera le reste. C'est vrai, peut-être que certains, enfin, en tout cas, ça semble un peu intuitif de se dire, si on s'en fout de tout et si on a zéro éthique, c'est possible qu'on puisse avoir plus d'argent à la fin sur la partie de Monopoly. Le problème, c'est à quel prix? On hypothèquera sur beaucoup du vivant autour de nous, probablement sur sa propre colonne vertébrale, sa propre santé mentale et tout ça. Donc voilà, après, c'est une question de mener cette barque-là et cette balance-là, ou est une question de choix. Je pense que si réellement les salaires sont un peu en dessous, mais qu'on est largement plus aligné dans la vie et qu'on a de quoi vivre et d'être bien, après, est-ce que vraiment est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que la notion de salaire, attention, hein, notion de privilégié, est-ce que c'est si important que ça l'air? Oui, vraiment. Et à partir de combien ça l'est plus en fait pour vous? On peut se poser cette question-là, de dire bah moi j'ai besoin de payer mon loyer ou mon emprunt, j'ai besoin de payer ça. À partir de quand? Est-ce que le salaire n'est plus? On a toujours des ambitions, mais c'est quelles sont les réalités, quels sont les besoins? Bon, bah, même s'il y a des secteurs qui payent moins, mais qui vous font largement plus kiffer, je pense que ça vaut le coup en réalité. Merci beaucoup. Pour compléter un petit peu, si jamais pour les personnes que ça intéresse, il y a Jobs That Make Sense. Donc du coup, c'est une plateforme qui regroupe les offres d'emploi ou de formation pour les milieux de la transition. On va faire ça très globalement. On est aussi partenaire avec eux. Et en fait, ils ont sorti il y a un peu moins d'un an un baromètre des salaires de l'économie sociale et solidaire notamment. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un comparatif pour le coup de toutes ces données-là. Ça va dépendre des milieux. Vous allez avoir des domaines, des spécificités de métiers où il y a plus d'écart, mais d'autres où en fait c'est plus avantageux quand même dans ces milieux. Et comme on le disait, en fait, on a déjà 35 000 nouveaux emplois dans ces milieux qui sont en prévision, etc. pour les prochaines années. En fait, ça se développe. Donc, il y a aussi de la demande, il y a aussi des besoins et il y a des métiers. Et en termes de rémunération, je pense que c'est aussi amené à évoluer puisque même si ce sont des structures qui ont comme principe le fait de ne pas juste s'enrichir personnellement et de réinvestir en fait dans la structure et dans l'activité de la structure en continu, le but c'est que les personnes, on en parlait de la désirabilité aussi de cette transition et de ces changements qu'on veut observer. Et le but, c'est que ces personnes aussi, elles soient valorisées humainement. Mais voilà, aujourd'hui, on vit avec de l'argent. Et du coup, aussi par rapport à
cette notion économique, pardon, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais pour parler d'Ecologica, nous avons un master qui vient d'ouvrir en alternance, donc qui vous permet aussi d'apprendre et de vous former à ces enjeux avec une vision pour le coup qui va être systémique, qui va peut-être vous permettre d'amener vraiment des choses et d'activer des leviers en fait dans les structures dans lesquelles vous allez travailler par la suite, et en même temps de pratiquer un métier du coup via le biais de l'alternance. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, c'est toujours possible de prendre rendez-vous. Merci d'ailleurs aux 2 premières personnes qui ont pu en prendre un. Et j'enchaîne avec la question d'un autre Quentin, du coup, Quentin Clément, qui nous pose une question par rapport à l'engagement et à quel point vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que vos engagements et les nombreux engagements individuels sont vains face à l'ampleur des défis actuels, et qui vous remercie aussi pour le travail que vous faites à votre échelle. C'est une partie importante, je pense. Est-ce que vous échangez avec d'autres acteurs? Si oui, comment? Et est-ce que vous avez une structure en général qui permet de se coordonner et d'unir les forces et l'engagement de chacun et chacune et de tenter d'avoir les mêmes forces que les lobbies, par exemple, et les grandes entreprises? Question intéressante. Je ne sais pas si, Antoine, je vois que tu es prêt à répondre. Oui, mais ça pourrait prendre des heures pour répondre. Je vais essayer de me restreindre. Donc oui, nécessairement, la portée de nos engagements, elle est dérisoire. Enfin, c'est un problème qui est de nature systémique. Ceci dit, on a des leviers d'action. Enfin, j'en reviens encore et toujours au droit, mais c'est pour une bonne raison. C'est que dans le combat qui oppose notamment la société civile aux lobbies ou aux grandes entreprises qui sont citées dans la question, le droit, en fait, et notamment le contentieux, est un terrain où, en fait, on observe un rééquilibrage des rapports de force. Là où, effectivement, vous n'aurez jamais autant de moyens que des gros lobbies pour aller, effectivement, influencer ce qui se passe au Parlement européen ou au niveau national. En fait, dans l'arène judiciaire, on se bat un peu plus à armes égales, a fortiori, comme on l'observe depuis plusieurs années, quand on en voit la montée en puissance et la structuration croissante de tout un écosystème d'ONG, de financeurs d'ONG, etc., qui ont permis en fait de professionnaliser un petit peu ces combats, qui ont, voilà, avec le développement aussi d'ONG comme Notre Affaire à tous, qui ont placé le droit au cœur de leur ADN comme outil d'action, et c'est ce qui nous a permis d'arriver à des victoires, voilà, comme l'affaire du siècle contre l'État français ou dans d'autres procès contre des multinationales qui n'ont pas changé radicalement le système ou la société dans lesquelles on vit, mais qui ont eu quand même des impacts qui se répandent après par effet, par le signal que ça envoie aussi. Donc ça fait partie des axes, des outils qu'on peut employer pour essayer de démultiplier l'impact qu'on peut avoir à l'échelle d'un individu, d'une organisation, par exemple. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est 45. Moi, je vous avais dit à peu près 45 maximum. Et je vous propose qu'on réponde peut-être encore à une ou deux questions, parce que je vois qu'il y a des réactions aussi dans le chat, si ça vous va et si vous êtes toujours disponible pour en parler. Hop. On nous pose des questions sur la réorientation du coup dans la RSE et le développement durable, et savoir s'il est possible du coup de le faire sans reprendre de grandes études, et si le recrutement est facile par la suite. Alors, je n'ai pas tous les éléments sur le recrutement dans les milieux de la RSE. Je pense qu'il y a pas mal de demandes quand même, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formations. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes également. Il y a aussi des formations professionnelles. En l'occurrence, on en propose également, qui sont des formations plus courtes. Il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre contact pour le coup, et peut-être à aller... j'allais dire à prendre contact avec des organismes de formation peut-être qui proposent des formations dans ces domaines, et à aller échanger avec des personnes qui l'exercent ce métier, puisque ça peut être une voie, et je pense que c'est important d'avoir des témoignages aussi, parce que j'en ai eu beaucoup d'échos aussi de personnes qui se sont lancées dans la RSE et qui peuvent être des fois un petit peu démunies quant à la possibilité et les possibilités et les leviers d'action du coup qu'ils et elles ont. Donc voilà, mais n'hésitez pas à prendre contact, on pourra en parler du coup avec d'autres personnes, enfin en l'occurrence notre directeur pédagogique aussi qui aura plus d'éléments sur ces formations à vous donner. Alors je vois une question sur une association soignants-soignés, et j'aimerais faire de la paire aidance et comment la mettre en place. Là-dessus, je n'aurai pas d'éléments de réponse. J'avoue, c'est plus spécifique. Je ne sais pas si toi, Antoine, parce que je t'ai vu réagir, tu en as. Non, ça marche.
J'avoue, je suis désolée, Émilie, pour le coup, j'aurais pas de... Je sais pas si Charlotte, toi, tu as des éléments sur ce côté-là ou pas. Ça marche. Non, enfin là c'est très spécifique, je sais pas exactement. Pardon, je relis la question. Je la trouve pas. Pardon. Oui, à partir de l'année prochaine, dans mon secteur santé mentale, il y aura des coupes budgétaires aux associations. Oui, malheureusement, les milieux associatifs, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Donc, on va essayer de donner de la force et de voir comment on peut soutenir tout ça, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup. Oui, c'est pour ça qu'il faut se battre et utiliser notamment les réseaux sociaux. Moi aussi, je prêche pour ma paroisse, qui sont pas toujours terribles, qui n'ont pas que des effets positifs sur la société, mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez soutenir assez facilement des pétitions. Grâce à ça, on a pu faire bouger les choses, notamment pour les PFAS. Je pense que ça a beaucoup aidé la mobilisation sur les réseaux sociaux avec Camille Etienne notamment. Et donc voilà, vous pouvez donner de la force aux assos de cette manière. Faites entendre votre voix. Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque signature de pétition ont un impact. Ne le minimisez pas. Merci beaucoup. Et je rejoins effectivement une autre question sur ce domaine par rapport aux associations lyonnaises au niveau des opportunités CDD, CDI, le tissu lyonnais, parce que du coup, Ecologica, c'est une école à Lyon. On a pas mal de monde, effectivement. Le tissu associatif lyonnais et de l'économie sociale et solidaire est extrêmement vivant. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent. En France, ça fait partie, il me semble, des villes où il se passe le plus de choses. Enfin, il y a différents centres, mais du coup, à Lyon, c'est vrai que c'est très vivant. Au niveau des opportunités et de comment ça va évoluer, je pense qu'il faut continuer en fait de faire vivre ces milieux-là. Si c'est comme Quentin aussi, tu le disais tout à l'heure, par rapport à la place occupée, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, par rapport aux différentes idées qu'on peut avoir, je pense qu'il faut pas fuir et prouver aussi que c'est de la valeur ajoutée, parce que même dans le pays, le milieu associatif en France, de manière générale, historiquement, en fait, il apporte énormément d'emplois et beaucoup de valeur aussi. Donc, on va essayer de faire bouger les choses. J'ai pas peut-être que je ne sais pas si Floyd Novak est toujours dans le coin, qui est du coup co-directeur de l'école et qui a fondé des associations. Qui a fondé notamment CIE, du coup, qui est une association qui a vécu pendant 12 ans, si jamais tu as des éléments là-dessus et si tu veux intervenir. Et je regarde s'il y a une dernière question. Mais voilà, on a la chance d'avoir des collectivités extrêmement aidantes à Lyon pour soutenir du coup les différents projets. Et voilà. Et c'est vrai que beaucoup de choses, moi je vous encourage du coup toujours à prendre rendez-vous, prendre contact, tout simplement poser des questions, vous renseigner, comme on a dit, sur les possibilités. N'hésitez pas. Et écoutez, il est 18h50, on a un petit peu débordé, mais je voulais vous remercier tous les trois, Antoine, Charlotte, Quentin, merci beaucoup d'avoir pris du temps. On arrive sur la fin de ce moment qui a été hyper intéressant et sur une question, je pense, hyper importante. Donc merci pour ça, pour ces échanges. Merci. Si jamais vous avez un dernier mot à dire, ce sera avec grand plaisir. Mais déjà avec plaisir et merci pour l'invitation. C'était chouette aussi d'échanger avec vous. La question de Quentin Clément tout à l'heure était très intéressante et je pense qu'on peut se la poser toutes et tous aussi sur le côté vouloir faire partie de la solution plutôt que juste du problème. Et je voulais juste placer une phrase qui est bateau, mais je préfère être optimiste au risque de me tromper plutôt que d'être pessimiste avec comme seule satisfaction le fait d'avoir eu raison. Donc voilà, ça permet aussi d'avancer en disant ouais, peut-être que même si c'était perdu d'avance, imaginons, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de pouvoir me regarder dans une glace et peut-être prolonger un petit peu ce qui peut l'être. Donc ça coûte pas grand-chose de continuer, enfin ça coûte, mais ça rapporte beaucoup intérieurement de continuer à s'aligner avec ses valeurs. Mais merci en tout cas pour l'invitation, c'était vraiment très très chouette. Merci beaucoup, merci à vous trois. Et du coup, je vous souhaite une très belle soirée. Charlotte, je t'en prie. Écoute, qu'ajouter après cette phrase parfaite? Je suis entièrement alignée avec ce que tu dis. Juste, engagez-vous. Ça fait du bien, ça nous fait du bien à tous. Et c'est le meilleur remède contre tout ce qu'on traverse et toutes les difficultés qu'on traverse aujourd'hui en tant qu'humain. Donc, engagez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, très belle soirée tout le monde.
Et n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Effectivement, on ne lâche rien, comme dit Clara. Merci beaucoup. Très belle soirée. Ça fait plaisir. Bonne soirée.